c'est les réquisitoires du ministère public. Le ministère public a requis 24 ans, si je ne m'abuse pas, 24 ans de prison ferme à contre de M. Diomi. Quel est votre avis concernant ce réquisitoire? Et que comptez-vous faire effectivement pour, je dirais, contrecarrer ce réquisitoire? Oui. C'est Walter, Radio déjà abordé le premier développement de ma question. En vous écoutant, c'est la forme qui vous a plus préoccupé. Vous parlez de la forme, le contenu de la matière qui devait être débattue ou qui devait être traitée lors des audiences. Vous ne les avez pas soulevées. Pour quelles raisons exactement? La tempête des tropiques dit que les difficultés, les irrégularités dénoncées ici, c'est sur le plan de procédure judiciaire, puis de l'aspect politique. Vous savez, nous, en tant qu'avocats, la déontologie nous recommande de parler du dossier tel qu'il est judiciairement constitué. Vous avez évoqué les concertations nationales au cours desquelles le nom de notre client a été cité comme éventuel bénéficiaire de la loi de l'amnistie. Nous disons, pour nous, si au niveau de la justice, les irrégularités sont élaguées, c'est-à-dire que la procédure est propre, notamment où on respecte l'article 76 de la loi organique de la procédure, disons, de l'organisation judiciaire, de l'organisation de la compétence judiciaire, des juridictions de l'ordre judiciaire. Non, d'abord, l'article 76 de la loi organique de la cassation, c'est-à-dire comme on avait décrété l'assignation à résidence surveillée, et que cette décision soit d'abord exécutée. Là où on n'est pas dans des difficultés, par exemple, quand notre client est malade, comment l'amener à l'hôpital, même madame, son épouse, se chargerait du transport ou du transfèrement à l'hôpital. C'est beaucoup plus simple. Mais quand il est à la prison, il y a plusieurs formalités. Le gardien de la prison doit apposer ses signatures. Le médecin affecté au CPRK doit aussi apposer sa signature. Même un médecin extérieur doit d'abord venir pour constater l'état avant de le transférer. Tout ça, c'est des procédures longues qui entament la crédibilité de la détention. Mais le volet politique aussi est important parce que Diomi Ndongala, c'est un opérateur politique de grande notoriété nationale et même internationale. Parce que même l'Union interparlementaire, vous le savez, parle de son cas et réclame sa libération, réclame qu'une saine justice soit appliquée, soit dite ou rendue dans ce dossier. Voilà pourquoi nous disons, lorsque le troisième pouvoir, le pouvoir judiciaire, s'affiche, disons, affiche une attitude à même de mettre en confiance notre client, il n'y aurait pas de souci pour l'amnistie. Mais lorsque le client remarque que même le dernier rempart qu'on appelle la justice va d'irrégularité en irrégularité, vous pouvez vous imaginer la haute cour de notre pays, c'est-à-dire des hauts magistrats, le sommet de la magistrature, qui ne respectent pas les lois de la République promulguées par le président de la République. Mais nous allons vers quels horizons? Alors, si les politiques aujourd'hui décident de la libération par voie de l'amnistie de notre client, c'est bien parce qu'il va recouvrer la liberté,
Mais quel est le visage qu'aura la justice? Parce que tout est démontré que notre client ne mérite pas d'être détenu là où il est. Si on observe la loi ou on applique la loi. C'est pour cela que, pour nous d'abord, en tant qu'avocats, le serment que nous avons prêté, c'est de respecter la loi, de faire tout, même dans nos plaidoiries, d'avoir comme boussole les lois de la République. C'est ainsi que nous nous accrochons aux règles de procédure. Et comme nous vous l'avons démontré, toutes ces règles sont bafouées depuis l'instruction préjuridictionnelle jusqu'à l'instruction juridictionnelle. Voilà toutes les inquiétudes, nos inquiétudes par rapport à l'évolution judiciaire de ce dossier. Mais quant au volet politique, nous pensons que les politiques peuvent aussi, dans le souci de leur cohésion nationale, vu le capital confiance que le peuple a dans le chef de notre client, je crois que le volet politique par rapport à l'amnistie, on peut aussi appuyer les résolutions ou les recommandations des concertations nationales au terme desquelles notre client était pressenti bénéficiaire de l'amnistie. Quant à la RTVS 1, le réquisitoire, oui, vous parlez de 24 ans, mais nous sommes déplacés au greffe hier, lorsque nous avons appris que la décision était, le réquisitoire réclamé 28 ans. Nous sommes présentés au greffe, et au greffe on apprendra qu'il avait requis 14 ans. Bon, au moment du réquisitoire, notez que l'honorable Diomi n'était plus à la barre. Notez aussi que nous, ces avocats, nous n'étions plus dans la salle. Le réquisitoire a été donc déclamé par le ministère public en l'absence de notre client, en l'absence de ses conseils, ce qui viole la garantie des droits de la défense, ce qui viole le droit à un procès équitable. Ceci voudrait dire que ce réquisitoire ne peut pas, si la Cour est encore véritablement cour, la Cour ne pourra pas avoir égard à pareil réquisitoire fait dans ces conditions-là. Mais devant cette ambiguïté, nous, en tant qu'avocats, nous avons, au nom de notre client, déposé une requête en réouverture de débat dans le souci du contradictoire. Parce que, comment voulez-vous que des questions préjudicielles, notamment l'article 640 du Code de la famille, pourquoi nous avons invoqué cette disposition devant la Cour au nom de notre client? C'est parce que les fameuses victimes, pour votre information, toutes les deux sont en 6e des humanités. L'école, point d'interrogation, parce qu'elles n'ont pas voulu dire dans quelle école elles se trouvent. Nous disons quelle est l'école qu'elles fréquentent. Mais que ces filles qui sont en 6e des humanités, qui disent qu'elles habitent sous le même toit que leur père, les deux ne donnent pas la même adresse que celle donnée par leur père. L'une donne une adresse à telle rue à Limité, une autre donne telle adresse mais toujours à Limité, et le papa aussi donne une adresse différente des deux autres adresses données par ses propres filles, comme le toit paternel.
et on donne le nom d'une certaine Mimi, tante maternelle d'une des filles, parce que les deux filles disent qu'elles sont demi-sœurs, comme l'avait affirmé aussi leur père, entre guillemets, nous précisons. Mais une demi-sœur dit que c'est sa tante maternelle, mais curieusement, la tante maternelle a le même nom que le père. Donc, le mari de la sœur de la tante, c'est-à-dire le beau-frère de la tante, a le même nom patronymique que sa belle-sœur. Alors, de là, mon client et nous-mêmes, ses conseils, nous avons estimé et invoqué l'article 640 sur une question relative à la filiation. Ça s'appelle une question préjudicielle. Je souhaiterais que Maître Nkwebe nous lise l'article 640 du Code de la famille pour que vous compreniez nos inquiétudes. L'article 640 du Code de la famille. Il faut lire ça lentement pour que les journalistes... Cette disposition, c'est l'article 640 du Code de la famille. C'est une disposition d'ordre public. En voici les libellés. Toute juridiction saisie par voie incidente d'une contestation relative à la filiation d'une personne devra surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction civile compétente ait tranché la question de la filiation par une décision passée en force des choses jugées. Toute juridiction, y compris la Cour suprême de justice. Voilà. Vous avez compris la portée de l'article 640 du Code de la famille. C'est-à-dire,